Bonjour à toi. Ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant fin sur scène. Le programme qui t'invite tout simplement à devenir un passionné de la scène qui va au bout de ses rêves. Tout ça dans l'optique de monter enfin le spectacle ou l'événement qui te tient à cœur. Tu sais, présentement, on se retrouve dans le module 4. Le feu sacré du succès, ça repose sur la mise en scène et la planification. Aujourd'hui, pour cette 5e vidéo, j'ai envie de me déposer avec toi. En fait, aujourd'hui, j'ai une vidéo super importante à te présenter. Et c'est pour ça que je suis pas avec toi en vidéo, mais que je te présente un PowerPoint. Parce que je veux m'assurer que tu comprennes bien toutes les informations essentielles que je vais te livrer aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'ai une question toute simple. Est-ce que vous êtes réellement responsable lorsque vous montez un événement? Mais cette question-là, même si ça paraît simple, est essentielle. On me la pose souvent lorsque je monte des événements. À toutes les fois que je fais affaire avec un artiste pour monter son spectacle, il me pose la question, « Suzy, est-ce que je suis réellement responsable de mon événement? Ou bien parce que je loue une salle, c'est les assurances de la salle qui sont responsables. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que se délimitent mes responsabilités? » Écoute, je te le dis tout de suite, je suis pas une conseillère en assurance, j'ai pas de permis d'assurance dommages et compagnie, mais par contre, donc ce que je vais te dire, c'est quand même de base, mais par contre, j'ai quand même été dans mon ancienne vie agent de sécurité pour une des grandes maisons là à la Place des Arts au centre-ville de Montréal, donc j'ai quand même des bonnes connaissances au niveau de la sécurité. Et aujourd'hui, je vais tenter d'une façon objective de te donner de l'information essentielle pour que ton événement, pour que ton spectacle soit le plus sécuritaire possible. Dans un premier temps, j'ai envie d'ajouter que la sécurité, c'est pas une option, c'est une obligation. Ça évite beaucoup de tracas. Ça fait en sorte que ça l'évite d'avoir des poursuites. Ça fait en sorte que ça l'évite d'avoir des chicanes. Donc, la sécurité, c'est essentiel et c'est le point le plus important lorsqu'on monte un spectacle, lorsqu'on monte un événement. Tu sais, au Québec, il y a un dicton qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais moi, je pense que c'est vraiment important lorsqu'on organise un événement de prendre pour acquis que plus qu'on connaît la réglementation qui nous entoure, plus qu'on connaît la loi, les règlements de la salle et tout ça, ça nous évite beaucoup de tracas. La loi, c'est pas un règlement banal. C'est ce qui nous permet de vivre en société et ça, c'est important. Donc, chaque salle a des règlements, chaque ville a des lois, chaque province a des lois. Donc, lorsqu'on monte un événement, c'est important de se conformer à toutes. Ça l'évite non seulement d'avoir des amendes, mais ça l'évite aussi qu'il y ait des accidents et ça, là, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, je veux te présenter les 5 principaux risques que toi, tu peux vivre en tant qu'artiste, en tant qu'organisateur d'événements aussi, qui va louer une salle de spectacle. Il y en a différents, mais ça, c'est les 5 principaux risques que moi, j'ai rencontrés au cours de ma carrière d'agent de sécurité. Donc, le premier risque sur lequel il faut s'attarder, c'est tout ce que j'appelle les blessures dues à des chutes, à des problèmes de santé. Moi, je te donne un exemple. Lorsque je travaillais à la Place des Arts, il y a une dame qui avait un pantalon et son pantalon s'est accroché dans l'escalier mécanique. Elle a chuté dans l'escalier et tout son genou a ouvert. Donc, on a dû faire les premiers soins. Mais le fait qu'elle chute, ce n'est pas juste elle qui s'est blessée. C'est tous les gens en arrière aussi qui se sont blessés. Donc, il y a différents facteurs de risque, dont les blessures, là, c'est vraiment le facteur de risque qui est le principal là, lorsqu'on monte un événement, lorsqu'on fait affaire avec une salle de spectacle. Le deuxième risque qui est important de penser, si jamais tu fais un show de boucan dans ton événement, si tu es sur scène et il y a un show de boucan qui va arriver, c'est très important de donner cette information-là à tes techniciens de scène, mais aussi lors de la location de la salle. Parce que des détecteurs de fumée, c'est super fragile et ça peut partir n'importe quand. Moi, lorsque je travaillais à la Place des Arts, ça arrivait de temps en temps que lorsqu'il y avait des gros shows de fumée,
On devait faire des manœuvres différentes au niveau de notre panneau d'alarme pour s'assurer que le panneau d'alarme ne sonne pas en plein milieu du spectacle et qu'on doit procéder à une évacuation de la salle pour quelque chose qui aurait pu être contrôlé au départ. Donc, si tu fais un show de boucan, s'il y a des effets spéciaux sur scène, c'est très important de mettre le technicien de scène au courant, mais aussi lors de la signature, de mettre les gens au courant. Ils vont être capables de se marquer une petite note et d'agir en conséquence pour être sûr que le panneau incendie ne sonne pas pour rien durant ton show. Un autre facteur de risque principal qu'on rencontre, c'est ce que j'appelle les vols de billets, la vente de billets légaux, ce qu'on appelle des scalpers, des chicanes entre spectateurs. C'est quand même important d'avoir conscience de ça parce que lorsqu'on fait affaire avec des boîtes comme Eventbrite, avec des billets manuels, mais il faut quand même les numéroter, ces billets-là. Il faut quand même s'assurer que le nom de la personne est là parce que imagine si tu as un faux billet qui arrive puis que tu as le vrai billet qui arrive, ben tu as juste une place là, dans les faits, là, dans la salle. Donc, si tu as des numéros, si tu as des bancs réservés à l'avance, c'est important d'avoir conscience de ça, de trouver une façon de contrôler le tout pour être certain là, de ne pas avoir de vol de billets et pour être certain que tu aies le bon nombre de sièges avec le bon nombre de personnes. Ça évite beaucoup de tracas d'avoir conscience de ça. Le fait d'avoir conscience aussi qu'il peut avoir d'une façon naturelle de la chicane entre spectateurs, ça va te permettre de faire en sorte que tu es préposé à l'accueil, qu'il soit bénévole ou salarié. Ce qui est important, c'est que tes préposés à l'accueil aient conscience de ça, ceux qui vont être dans la salle, et portent une attention particulière pour s'assurer que le climat est favorable au spectacle du début à la fin. Et ça va juste faire en sorte, encore une fois, que l'ambiance va être améliorée d'un cran et que les gens vont s'amuser réellement. Donc, on peut pas contrôler la chicane entre spectateurs. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est le fait d'avoir le bon nombre suffisant de ressources humaines, d'être capable d'agir rapidement, de remédier à la situation, de trouver des solutions avec ces spectateurs-là et de faire en sorte que le climat général de la salle ne sera pas affecté par quelques petites chicanes entre spectateurs. Un autre domaine dans lequel il y a beaucoup de risques, c'est ce que j'appelle les bris mécaniques, les objets qui tombent durant le spectacle. Je ne sais pas si tu vis au Québec, puis je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire-là, mais je pense que ça fait environ 6-7 ans, peut-être 8 ans maximum. Je venais de terminer de travailler à la Place des Arts. En fait, l'Orchestre symphonique de Montréal est en train de faire un spectacle. Et en plein milieu du spectacle ou un peu avant, je pense que c'est un peu avant, le toit de la scène a carrément tombé sur la scène. Donc, encore une fois, le facteur de risque des bris mécaniques, des objets, des trucs, c'est très important de s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui fait le tour de la salle et de s'assurer que tout est sécuritaire. Oui, ton technicien doit faire le travail. Oui, c'est la salle, donc ils ont des employés qui devraient faire le travail. Mais toi, en tant qu'artiste, en tant que personne, tu as quand même la responsabilité de t'assurer que la scène sur laquelle tu es, elle est sécuritaire. Rapidement, tu n'es pas un expert, je te demande pas d'être un expert, mais rapidement, prends le réflexe à partir de maintenant, avant de monter sur scène, de t'assurer que tous les objets avec lesquels tu vas travailler sont sécuritaires. Ça prend 3 minutes s'asseoir sur un divan qui serait, mettons, sur ton décor et de t'assurer qu'il est déposé d'une façon sécuritaire, que les pattes tombent pas. Ça prend 3 secondes de tester ton écran PowerPoint et de t'assurer qu'il est solide. Ça prend 1 minute t'assurer que tous les fils sont bien tapés pour t'assurer que tu ne te blesses pas durant ton événement, que tu ne te blesses pas durant ta prestation. Parce que ça va te rendre inconfortable et ça va avoir un impact sur la réussite de ton événement. Donc, assure-toi que tout est sécuritaire. Assure-toi que tout ce que tu as besoin est dans le bon ordre, que tout est bien installé à la bonne place et ça va t'enlever un stress de moins et ça va être bon.
Le personnel que tu as, que ce soit des salariés ou des bénévoles, encore une fois, fais juste leur mentionner que la sécurité est importante. Tu n'as pas besoin de leur faire un grand cours, mais demande-leur qu'ils vérifient les chaises, les tables, qu'ils vérifient l'ensemble, juste pour s'assurer que c'est d'une façon sécuritaire. Sans être des experts, on est tous capables de voir s'il y a un fil qui traîne et que c'est dangereux. Sans être des experts, on est tous capables de voir, je vais en parler un peu plus loin, mais qu'il y a une chaise devant la sortie de secours. Sans être des experts, on a tout le devoir de savoir où est-ce qu'elle est la trousse de premiers soins. Donc ça, c'est des questions fondamentales que chaque personne qui travaille sur ton show devrait savoir. Le 5e facteur de risque, c'est ce que j'appelle les intrusions volontaires vers l'arrière-scène. On y pense pas toujours lorsqu'on commence, hein? Souvent, on est dans les bars, on est dans des petites salles, on est peut-être même dans un sous-sol de l'église, puis tu vas me dire, Suzy, je suis peut-être pas rendue à l'étape d'avoir une loge puis d'avoir une arrière-scène. Mais c'est quand même important dès le départ d'avoir conscience de ça. Oui, tu veux avoir une proximité avec tes spectateurs. Oui, tu veux avoir du fun. Oui, tu veux être accessible. Mais tu dois quand même avoir conscience que tu viens de faire une prestation et qu'il peut avoir des intrusions volontaires vers l'arrière-scène, donc vers toi. Moi, je t'invite dès le départ à avoir conscience de ça et de mettre des mesures d'accès, des mesures de sécurité autour de toi pour te protéger, pour protéger ton équipe, pour protéger ton événement, pour protéger tout ce qui t'entoure. Parce que toi, tu es une personne unique et tu mérites d'être dans des endroits sécuritaires. La façon la plus simple pour éviter les intrusions volontaires vers l'arrière-scène, c'est ce que j'appelle des cartes d'accès, des cocardes. Ça coûte pas cher. Tu peux faire affaire avec des places comme Bureau en gros, là, une dizaine de petites cartes en carton avec des codes de couleur. Donc, mettons le code mauve, les gens peuvent aller en arrière-scène. Le code jaune, c'est les journalistes. Le code vert, c'est ton personnel. Peu importe. Oui, tu vas peut-être me dire, on est une petite équipe, mais tu commences petit puis tu vas t'agrandir lorsque tu vas avoir du succès. Donc, mets tes fondations solides en tant que sécurité. Prends les bonnes habitudes dès le départ, puis quand tu vas avoir une grosse équipe, ben tu vas éviter plein de tracas à ce niveau-là. Écoute, moi, lorsque je travaillais à la Place des Arts, j'en ai eu des essais d'intrusion volontaire vers l'arrière-scène. Les gens, ils le font pas méchamment, c'est des fans, ils veulent voir plus proche. Mais ce qui se passe en arrière-scène, il reste en arrière-scène. Il y a des trucs qui se passent en arrière-scène qui sont confidentiels. Donc, c'est quand même important d'avoir conscience de ça. Tu sais, aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, tout ça, c'est très facile d'enregistrer une conversation. C'est très facile d'enregistrer une vidéo de toi en train de prendre une bière ou peu importe. Donc, c'est important de te protéger à ce niveau-là parce que si ça va dans les médias sociaux, ce qui se passe en arrière-scène, des fois, ça peut être de la bonne publicité puis ça peut être le fun, mais des fois, ça peut être une mauvaise publicité et ça nuit à ton succès et c'est pas ce qu'on veut. Donc, ton objectif lorsqu'on parle de sécurité, c'est d'éviter que les situations se produisent par la prévention. Et déjà, juste le fait de connaître ces 5 facteurs de risque-là, je suis certaine que tu vas être capable de faire de la prévention plus facilement dans l'optique d'avoir un environnement de travail qui est plus sécuritaire à la base. Maintenant, je veux m'attarder sur quelques règles de base de sécurité. Il y en a des centaines de règles de base. Et encore une fois, mon but, c'est pas de te donner toutes les pistes, mais c'est de t'outiller vers l'essentiel. La première règle de base, c'est d'avoir une trousse de sécurité complète et conforme à la loi. Je ne travaille pas pour la CSST, donc je ne suis pas en mesure de te dire qu'est-ce que doit contenir ta trousse de premiers soins. Par contre, si tu montes un événement au Québec, si tu montes un événement dans les salles de spectacle du Québec, je vais t'inviter à aller sur Google et de taper CSST. Dans le site de la CSST, il y a un document d'environ 2 pages qui dit qu'est-ce que doit contenir une trousse de premiers soins complète. C'est certain que la salle avec laquelle tu fais affaire devrait avoir une trousse de premiers soins, devrait avoir des gens responsables de ça, qui savent faire les RCR. Mais vaut mieux poser la question lorsque tu signes ton contrat que de te rendre compte qu'il est arrivé un incident, que ton bénévole était là, qui même
connaît le RCR et n'a pas pu faire les premiers soins parce qu'il ne savait pas était où la fameuse trousse. Donc, vaut mieux en avoir 2 que pas du tout. Et même si c'est dans la salle, vaut mieux que chaque membre du personnel sache elle est où et sache quel est le nom du premier répondant. Donc, de la personne qui va faire les premiers soins en cas d'urgence. Une autre règle de base, je viens d'en parler, c'est la présence des premiers répondants selon le ratio réglementaire. Encore une fois, il y a des règlements. Si tu as 100 personnes, si tu as 500 personnes, si tu as 1000 personnes, le nombre de personnes qui ont une carte de secouriste, qui ont une carte de premiers soins n'est pas le même. Donc, c'est ta responsabilité de t'assurer d'avoir le bon nombre de personnes, que ce soit des gens de la salle, que ce soit tes bénévoles, que ce soit des salariés que tu paies. C'est important d'avoir des secouristes lorsqu'on fait un spectacle, lorsqu'on anime un événement public. Donc ça, c'est important de vérifier à ce niveau-là. Encore une fois, si tu es au Québec, le site de la CSST, c'est là que tu vas avoir l'information requise pour pouvoir le faire. Au niveau des sorties de secours, c'est très important d'avoir les sorties de secours toujours libres. Devant des sorties de secours, on ne met pas des boîtes, on ne met pas des chaises, on ne met pas des appareils, on ne met pas du matériel, puis on demande aux gens de ne pas rester là. Ça doit rester libre. Lorsque je parle de sorties de secours, c'est pour l'évacuation, mais je parle aussi des corridors. Si tu as une salle qui doit contenir 200 spectateurs, tu n'as pas le droit d'en rentrer 220. C'est 200 spectateurs. Encore une fois, dans la salle que tu vas louer, c'est important de demander à la personne c'est quoi la capacité requise. Si c'est 200 personnes, ne vends pas 200 billets parce que toi, tu comptes pour une personne, ton personnel compte pour une personne. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça. Lorsque je parle des sorties de secours aussi, c'est les corridors. Il faut laisser les corridors libres d'accès. Oui, il peut y avoir quelques personnes debout en arrière, mais il ne faut pas qu'il y ait une foule toute condensée où est-ce qu'on peut sortir. Parce qu'encore une fois, s'il arrive quelque chose durant le spectacle, ça fait de la mauvaise publicité. On se fait taper ses doigts, puis c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça dès le départ et de faire de la sensibilisation au niveau de notre équipe. Encore une fois, ça va nous éviter beaucoup de tracas. Un autre règlement de base qui est important, c'est de vérifier avant le spectacle que tout le matériel est en bon état. J'en ai parlé tantôt. Que tout est installé d'une façon sécuritaire. Donc ça, c'est primordial. Vu que j'en ai parlé, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais d'avoir conscience de ça, encore une fois, ça va faire en sorte que ça va nous éviter des tracas en bout de ligne. Et la dernière règle de base, c'est de s'assurer qu'il y a un plan d'urgence, un plan d'évacuation, que le responsable de la salle est apte à s'en servir. Je ne vais pas te demander pour ton événement de monter un plan d'évacuation, un plan d'urgence, puis de tout gérer ça. Non, c'est la responsabilité de la salle d'avoir ça. Mais c'est quand même important de poser la question. C'est important de savoir s'il arrive une urgence, comment est-ce qu'on procède. Ce qui serait intéressant aussi, si tu as un arrière-scène, si tu as des coulisses, ce serait d'expliquer aux gens qui sont là, où la sortie d'urgence, comment est-ce qu'on s'évacue s'il y a une urgence. Et ça, c'est primordial. Donc, encore une fois, de savoir ça, de savoir sont où les sorties de secours, va permettre d'éviter beaucoup de problèmes en cours de route. On n'y pense pas, mais c'est essentiel. Les incontournables maintenant, au niveau de la sécurité. Attention à l'alcool. Attention à l'alcool en coulisses. Mais aussi attention à l'alcool des spectateurs. Je suis d'accord qu'on ne peut pas contrôler les gens qui sont dans la salle, les gens qui vont prendre de l'alcool puis qui vont malheureusement prendre leur voiture après. Ça, on n'a pas le contrôle sur chacun des spectateurs. Par contre, on peut avoir le contrôle d'avoir des préposés au bar qui sont efficaces, qui sont aptes, qui gardent un œil précieux sur qu'est-ce qui se passe. Donc, s'ils voient des signes d'ébriété, s'ils voient qu'un client s'en va vers ça, mais c'est important qu'ils sachent comment réagir, qu'il y ait des trucs pour être capable justement de limiter les dégâts. Aussi, tu sais, si vous faites un show rock puis que tout le monde, ça va être l'alcool à flot et ça va être très festif, c'est bon. Mais il faut prendre en considération lorsqu'on organise un spectacle
Et lorsqu'on accepte volontairement que l'alcool coule à flot dans nos spectateurs, que deux individus en état d'ébriété, il y a un facteur de risque plus élevé là, pour les chicanes, pour les querelles. Ça peut en arriver au cou plus facilement aux bagarres. Donc, si l'alcool coule à flot dans votre événement et c'est festif, c'est correct, c'est le fun, ça fait partie du show, ça fait partie de la drive, comme on dit en bon québécois. Mais en même temps, peut-être de prévoir quelques agents de sécurité dans votre département dépenses, dans votre département ressources humaines. Parce que ces agents de sécurité-là, ben, ils sont outillés, ils savent comment travailler avec ce type de clientèle-là. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis attention à l'alcool. Si vous sentez que ça peut être un facteur de risque pour faire dégringoler les choses, même si le but c'est festif, c'est agréable, prévoyez de la main-d'œuvre de sécurité. Et ces gens-là sont outillés pour être capables de faire face à ces incidents-là. Au niveau des incontournables aussi, moi, je conseille et je recommande fortement de remplir des rapports d'incidents et d'accidents. Encore une fois, les gens qui travaillent dans le domaine savent comment ça fonctionne. Possiblement que votre salle a une procédure à suivre pour ça. Mais c'est quand même important de se poser la question parce que lorsqu'il arrive quelque chose, les écrits restent, les paroles s'envolent. Et ce qu'on veut, c'est avoir le plus d'écrits possible pour être capable de vous protéger. Si votre compagnie d'assurance est arrivé quelque chose et que vous avez tout noté, que votre équipe a tout noté, c'est tout de même plus facile d'expliquer comment ça s'est passé et d'avoir les bons remboursements requis que si vous n'avez rien marqué et que c'est la parole de un contre l'autre. Au niveau des obligations légales, comme je vous dis, je ne suis pas agent d'assurance, je ne suis pas certifiée dans la loi, mais ce que je vais vous transmettre, c'est des informations de base que moi j'ai appris dans le cadre de mon cours de coordination d'événements et que moi-même j'ai mis en pratique là, dans le cadre de mes fonctions d'agent de sécurité ou dans le cadre des événements que j'ai montés pour des artistes. Donc, au niveau des présences des réglementations particulières à la salle, mais aussi des instances gouvernementales, sachez que si vous habitez au Québec, vous devez avoir un permis pour la musique, pour les droits d'auteur de la musique. Si vous voulez plus d'informations à ce niveau-là, c'est au niveau de la SOCAN que vous devez prendre l'information. Si vous avez des petites bouchées, de la nourriture, un service de cocktail, un service de bar, il y a des réglementations au niveau de la MAPAC. Encore une fois, il y a un site internet, vous pouvez aller voir ça, mais c'est important si vous avez de la nourriture, de respecter les lois de la MAPAC. Si vous vendez de l'alcool, ça vous prend un permis d'alcool. La salle, règle générale, va le fournir, mais dans certaines salles, on ne fournit pas les permis d'alcool. Ce qu'il faut savoir avec un permis d'alcool, c'est que ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour être capable de s'en procurer un. Donc, dès que vous louez la salle, si vous prévoyez vendre de l'alcool, que ce soit vous ou bien le service, assurez-vous d'avoir le permis d'alcool directement à la salle. Si ce n'est pas le cas, appelez le gouvernement, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne pour commander un permis d'alcool. Il faut le prévoir rapidement dans le temps parce que ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour en commander un. C'est pas parce qu'on est dans une salle et qu'il y a une cantine qu'il y a un permis d'alcool, donc c'est important à ce niveau-là. Au niveau, si vous vendez des coupons moitié-moitié, si vous faites des tirages, encore une fois, il y a des règlements par rapport je pense que ça s'appelle les règlements des jeux, de la régie. La régie des jeux est un autre truc du Québec. En tout cas, encore une fois, sur Internet, vous allez trouver l'information exacte. Mais si vous faites des tirages, il y a des façons légales de faire des tirages. Donc, même si vous avez des commanditaires, des moitié-moitié, c'est des petits permis qui ne coûtent pas très cher, mais il faut s'y procurer. Donc, il faut s'informer au niveau des bonnes instances. Le promoteur d'un événement doit contracter aussi des bonnes assurances. La salle va avoir une assurance, mais il y a des choses qui peuvent être aussi sous votre responsabilité, donc sous la responsabilité de votre projet. La base, c'est d'avoir une assurance responsabilité civile. Encore une fois, je ne suis pas qualifiée pour vous dire si ça vous prend 1 million, 2 millions, 20 millions, mais contactez un agent d'assurance, il va vous guider en ce sens-là.
Si vous êtes travailleur autonome, la base, c'est d'avoir une responsabilité civile. Une assurance aussi, en cas de vol, ça peut être intéressant si vous avez du matériel loué ou du matériel qui vous appartient dispendieux. Si vous avez des employés ou même des bénévoles, les bénévoles il y a une façon de procéder aussi au niveau de la CSST. Encore une fois, sur le site, vous avez l'information, mais vous devez déclarer ce type de truc-là au niveau de la CSST. Si vous avez monté, on va en parler dans le module 9, là, des subventions, des commandites, mais si vous avez monté ce qu'on appelle un OBNL, un OSBL, un organisme à but non lucratif, un organisme communautaire, et que vous avez monté un conseil d'administration pour être capable de mettre sur pied votre projet, encore une fois, ça nécessite un type d'assurance particulier qui s'appelle une assurance conseil d'administration ou quelque chose dans le genre. Donc, juste de comprendre que la première étape avant de louer une salle, avant de s'embarquer dans un beau projet qui va nous coûter des milliers de dollars puis qui va nous garantir une belle tournée, faut voir le bon professionnel qui va mettre sur pied les bonnes assurances pour être bien en cas de pépin. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a éclairé. J'espère que vous avez conscience que la sécurité, c'est pas juste dans des livres, là, dans une brique de cartable qu'on laisse sur le côté. Moi, je veux juste vous prendre conscience dans le but de cette vidéo-là que la sécurité, c'est votre affaire. Vous êtes quand même responsable de votre événement jusqu'à un certain point et c'est de votre responsabilité de vous assurer que vous, votre personnel et les spectateurs soient en sécurité du début à la fin de l'événement. Donc, si vous avez des questions par rapport à la sécurité, laissez-les en bas de la vidéo. Encore une fois, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Et si jamais je suis pas en mesure de vous fournir la réponse, je vais essayer de vous guider du mieux que je peux vers la bonne ressource. Donc, d'ici à notre prochaine communication, continuez à travailler fort, allez-y une étape à la fois, décompressez, ça va bien, tout est en train de s'imbriquer l'un dans l'autre. Et même si ça paraît difficile, des fois, certains départements, certaines notes, dites-vous que vous le faites pour réaliser votre rêve, d'être sur une scène, de pétiller comme vous le méritez et de vous amuser à travers ça. On n'oublie jamais que de s'amuser, c'est l'essentiel. Merci et à bientôt.